LM Généalogie vous raconte, par Steren Mathieu, Henri Lamy, la délinquance juvénile, épisode 3. Notre troisième affaire se déroule à Belle-Île-en-Mer. Dans la colonie de Belle-Île-en-Mer, les jeunes voyous accusent les coups. Henri, lui, ne veut plus subir. Au bout de 2 ans, il craque et décide de se faire la malle avec 3 autres détenus. Évasion de colons, titrait l'Ouest éclair du 2 octobre 1911. Je cite, « Dans la journée de jeudi, 4 pupilles se sont évadées de la colonie pénitentiaire. Un seul a pu être repris. Les 3 autres errent dans l'île et sont activement recherchés. » Le 28 septembre 1911, Lenormand, 18 ans, Henri, 17 ans et Chatelain, 17 ans, préparent leur évasion de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer. Ils commencent par voler des effets civils, coupent les fils téléphoniques à l'aide d'un sécateur. Ils espèrent ainsi avoir le temps de se faire la malle avant que les autorités ne soient averties. Ils tentent de quitter l'île à bord d'un canot, mais les gardiens sont à leur trousse et les rattrapent avant même qu'ils ne soient sur les flots. Les 3 jeunes fuyards sont arrêtés et écroués à la maison d'arrêt de Lorient. Ils sont traduits devant le tribunal correctionnel de Lorient le 16 octobre 1911 et condamnés pour vol d'effets et destruction de fils télégraphiques à 6 mois de prison. Ils décident de faire appel car ils crient haut et fort que s'ils ont fait ça, c'est uniquement pour être envoyés dans une autre colonie pénitentiaire où ils ne subiront plus de maltraitance. Henri déclare même, en sortant du tribunal correctionnel de Lorient, « Nous voulons faire notre peine dans une maison centrale, là au moins où on nous apprendra un métier, et nous ne serons pas frappés comme nous l'avons été trop souvent à Belle-Île. » En attendant leur appel, ils retournent à Belle-Île dans la colonie. L'appel à Rennes est prévu pour le 29 novembre. Ils sont transférés de Belle-Île à Rennes la veille du procès. L'appel confirme le jugement. Ils sont alors transférés le 4 décembre 1911 à la maison d'arrêt de Vannes, puis à la maison de correction de Vannes le 15, date à laquelle commence la peine des 6 mois. Le 21 mai 1912, ils sont renvoyés à Belle-Île-en-Mer. Faisons un petit topo sur les protagonistes de la troisième affaire. Henri Lamy est loin d'être la grande tête brûlée de cette affaire. On ne va pas revenir sur son cas et sur ses antécédents de délinquant. À 17 ans, il a déjà 4 années de filouterie à son actif. Jean-Marie Lenormand est non seulement le plus âgé des 3 fuyards, mais aussi celui qui se trouve dans la colonie de Belle-Île depuis plus longtemps. Il est sans doute le plus dangereux des 3 garçons. Henri avait commencé à voler à l'âge de 13 ans. Lenormand s'est adonné à cette activité dès ses 12 ans. Originaire de Mélan dans le Morbihan, il est arrêté pour vol et incendie. Les faits ont eu lieu le 27 et 28 juillet 1905. Le gosse s'introduit chez plusieurs personnes et les vole. Le butin s'élève à plus de 200 francs. Dans son élan et après avoir aussi volé des allumettes, il ne trouve pas mieux que mettre le feu à la toiture d'une écurie. Il se cache en haut d'un arbre pour admirer son œuvre. Le feu se propage et détruit 4 maisons d'habitation et 3 écuries. Aperçu sur son perchoir, il est arrêté et immédiatement suspecté. Lenormand est connu pour son vagabondage et ses habitudes de rapine. Dans un premier temps, il nie avec assurance. Il n'a pas froid aux yeux, mais se met rapidement à table. Il est écroué à la maison d'arrêt de Pontivy avant d'être jugé aux assises du Morbihan le 8 décembre. Sa défense se résume à incriminer ses parents. « Mes parents me maltraitent, je me suis vengé. »« Menteur !» Sa défense est démolie par le maréchal des logis. Du fait de son âge, la justice considère que le gosse Lenormand a agi sans discernement. En conséquence, le tribunal l'acquitte. En revanche, il doit retrouver le droit chemin. Il sera donc envoyé en colonie pénitentiaire jusqu'à sa majorité. Direction Belle-Île-en-Mer. Il tente de s'évader à 3 reprises. Une première fois le 7 novembre 1906, une seconde fois le 17 juillet 1911 et la 3e fois avec Henri et Chatelain le 28 septembre 1911. François Chatelain, 17 ans, est quant à lui originaire de Nort-sur-Erdre, en Loire-Atlantique. Son père est un homme très violent qui bat sa femme. Ses parents divorcent en avril 1905. Sa mère est mercière et élève seule ses 3 enfants. Chatelain est l'aîné. Il a 2 sœurs. Vers 1909, la famille quitte Nort-sur-Erdre pour s'installer du côté d'Angers. Chatelain n'a que 14 ans lorsqu'il commence à travailler chez une veuve. Son travail cesse au bout de 8 mois.
Il retourne donc vivre en 1910 chez sa mère qui habite avec son oncle. Il trouve un emploi comme journalier aux Ardoisières de la Renaissance à Angers, puis dans les carrières à Avrier. Ses rapports avec sa mère sont devenus très conflictuels à tel point qu'elle le met à la porte. Où peut-il se réfugier, lui qui n'a aucune attache à Angers ? Livré à lui-même, Chatelain retourne vivre à Nantes. Il espère trouver du travail. Il va donc rendre service à une boulangère en poussant la braise et en faisant des livraisons à domicile une fois par semaine, en échange de nourriture et de gratification. Chatelain n'a que 15 ans, il se trouve sans domicile fixe. Il dort sur un vieux bateau sur le quai de Tourville à Nantes. Il n'est pas le seul à vivre dans ces conditions. Des camarades d'infortune viennent le retrouver le soir sur le bateau. Ils se partagent la nourriture qu'ils trouvent ou qu'on leur donne. Mais dans la nuit du 10 au 11 décembre 1910, sur l'abri de fortune, le jeune Chatelain et d'autres sont arrêtés. La nourriture apportée ce soir-là a été volée par la bande de copains. Chatelain est inculpé pour vol avec recel et vagabondage. Il nie le vol. Il n'avait pas connaissance que la nourriture qu'il mangeait provenait d'un larcin. En revanche, il reconnaît être sans logement et sans ressources. Il sera incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes du 15 décembre au 8 février 1911. Le 4 janvier 1911, Chatelain comparaît devant le tribunal correctionnel de Nantes pour complicité de vol et vagabondage. Il n'a jamais eu affaire avec la justice par le passé. Acquitté comme ayant agi sans discernement, la justice décide de l'envoyer en colonie pénitentiaire jusqu'à sa majorité. Chatelain fera appel de cette décision. Le 8 février, il est transféré par voie de terre à la maison d'arrêt de Rennes. Sur le chemin, il fait, le 13 février, une halte à Bains, dans la chambre de sûreté de la brigade de gendarmerie de Redon en Ille-et-Vilaine. Un des prévenus, fatigué, refusa de marcher. C'est à pied que le transfert fut effectué de Nantes à Rennes. Il arriva à la maison d'arrêt de Rennes le 13 et fut jugé en appel le 21. La cour ira dans le même sens que le jugement correctionnel de Nantes. Il sera transféré à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer le 28 mars 1911. Que sont-ils devenus ? Jean-Marie Lenormand semble avoir quitté la colonie pénitentiaire avant sa majorité, car sur sa fiche matricule, au moment de son incorporation en 1913, il résidait dans sa commune de naissance. Terrassier de métier, c'est dans les Bades d'Af qu'il effectue son service militaire. Inapte à faire campagne, atteint d'une tuberculose pulmonaire, il est versé au service auxiliaire durant la guerre 14-18. Malgré tout, il part au front le 7 août 1914 et est fait prisonnier le 22 août à Rossignol en Belgique. Il est interné à Bayreuth en Bavière. Au bout de 2 ans de captivité, son état de santé se dégrade au point qu'il est hospitalisé en Suisse le 9 décembre 1916 et est finalement rapatrié en France le 27 août 1917. Il ne sera plus combattant. Marié en 1919 et père de au moins 2 enfants, Jean-Marie semble en 1928 avoir été condamné à une amende par le tribunal correctionnel d'Angers pour coup. Il meurt le 14 avril 1933 dans sa commune de naissance. Il avait 39 ans. François Chatelain est retourné dans la colonie de Belle-Île le 21 mai 1912, après avoir purgé sa peine de 6 mois à Vannes. 2 jours plus tard, il est transféré par mesure disciplinaire dans la colonie pénitentiaire de Gaillon dans l'Eure. François sait lire, écrire, compter, il a quelques notions en histoire et géographie. Durant son passage à Belle-Île, il a été formé au métier de cultivateur. Il n'a jamais cessé de correspondre avec sa mère durant toute sa détention. Bien qu'il ait essayé de s'évader, la colonie fait un rapport plutôt positif face au sujet. On le dit d'une bonne moralité, d'un caractère tout aussi positif. Rien dans son comportement n'a donné lieu à une remarque défavorable. Il restera dans la colonie de Gaillon jusqu'au 24 juillet 1912, date à laquelle il est transféré dans la colonie agricole des Douaires, annexe de Gaillon, et ce jusqu'au début de la guerre en 1914, soit 2 années. Il se sera bien conduit dans cette colonie. Dès le début du conflit, il est envoyé dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique. Le 24 mars 1915, François est condamné par le Conseil de guerre de la 15e région à 10 ans de travaux publics pour refus d'obéissance sur un territoire en état de guerre. Les faits se sont passés à Nîmes le 12 février 1915 au camp des Garrigues. Son capitaine lui avait ordonné de se tenir prêt à partir avec son détachement pour le front,
Mais le jour J, il ne répondit pas à l'appel de son nom. Son détachement partit et François ne réapparut que quelques heures plus tard, arguant ne pas avoir eu connaissance de l'heure du départ. Sa peine sera suspendue 1 mois plus tard. Il fut envoyé au front, où il se distingua en 1916. Par ordre numéro 102 en date du 17 mai 1916, le chasseur châtelain François-Joseph Eugène du 3e bataillon de marche d'infanterie légère d'Afrique est cité à l'ordre de la 90e brigade pour le motif suivant. Agent de liaison a été blessé par éclat d'obus au cours de ses fonctions qu'il accomplissait avec beaucoup de calme et de sang-froid. La croix de guerre lui fut attribuée par décret le 12 décembre 1916. De fait, la remise de peine restante lui fut accordée. Suite à cette distinction, François fit une demande de réhabilitation auprès des autorités compétentes. Après enquête minutieuse sur lui et sa famille, le procureur de la République à Châteaubriand donne un avis favorable au procureur général à Rennes le 6 février 1917. Le dossier de réhabilitation devant être jugé à la Cour d'appel de Rennes. Cette dernière accorda sa réhabilitation le 21 février 1917. De fait, toutes ses condamnations antérieures à cette date sont rayées de son casier judiciaire. François peut retourner dans l'armée régulière. Châtelain n'a jamais cessé d'être ami avec Henri, à tel point qu'ils se présenteront leurs sœurs respectives durant leur permission. François épousera Marie, la sœur d'Henri, à Fougères le 25 août 1917. Ils auront 3 enfants. Un temps, il travaillera avec sa mère comme mercier, puis chaudronnier au chantier de la Loire avant de devenir marchand de marée et de se mettre à son compte. Il vit une vie plutôt paisible avec sa femme et ses enfants. Cependant, le 10 mars 1933, François est condamné par le tribunal correctionnel de Châteaubriand à 25 francs d'amende pour coup donné le 11 février sur la personne de Camille Richard et 11 francs pour tapage nocturne. C'est le seul écart qu'il fera depuis sa réhabilitation. François Châtelain meurt à 48 ans dans les bombardements de Nantes le 16 septembre 1943. Il se rendait sur son lieu de travail. Son décès sera constaté le 11 octobre avec pour mention « Mort pour la France ». Henri Lamy suivit Châtelain à la colonie pénitentiaire de Gaillon. En janvier 1914, son père fera une demande de libération provisoire auprès du garde des Sceaux. La justice va alors se renseigner sur la famille avant de prendre sa décision. Après enquête, le père, François, âgé de 50 ans, n'est pas mal considéré. Veuf depuis 9 ans, il vit de manière précaire. Journalier ne gagnant que 1,25 franc par jour, il subsiste grâce au salaire de sa fille Marie. De plus, il a le défaut de se livrer à la boisson. Dans ces conditions, le procureur de la République estime que le père de Henri ne saurait avoir l'autorité morale pour remettre son fils dans le droit chemin. Henri restera dans la colonie. Il la quittera comme Châtelain pour combattre sur les champs de bataille. Envoyé aussi au Bas de Daf, il est blessé une première fois par éclat d'obus en 1915. Malgré tout, il se porte volontaire au 418e régiment d'infanterie en janvier 1916, ce qui lui vaudra de passer soldat de première classe à titre de récompense. Il est de nouveau évacué pour maladie en août 1916. Mais Henri devient réfractaire. Manifestement, il ne veut pas retourner se battre. Il est ramené au corps par la gendarmerie après une absence illégale de plus de 16 jours. Direction la case prison. Le conseil de guerre a déposé plainte contre lui. La décision sur son sort sera fixée fin septembre. Il sort de prison et est mis en subsistance. Henri continue de manquer à l'appel à plusieurs reprises et se fait à chaque fois ramener par la gendarmerie. Il finit son année 1916 malade à l'hôpital. Son comportement lui vaudra d'être rétrogradé, soldat de 2e classe, début 1917. Qu'à cela ne tienne, il récidive. Le conseil de guerre le condamne en février à 3 ans de travaux publics pour désertion. Sa peine est suspendue, mais il est affecté à la section de discipline de la division. Le 22 juillet 1917, il est blessé pour la seconde fois, éclat de grenade au bras gauche. En avril, on le réintègre au 418e régiment d'infanterie. En octobre, il est de nouveau condamné par le conseil de guerre à 2 mois de prison pour blessure involontaire. 3e blessure en juillet 1918, cette fois-ci c'est par balle au tibia au cours des opérations de manœuvre. Il en gardera des séquelles toute sa vie.
Peu de temps avant sa dernière blessure, en mai 1918, Henri épousa à Nantes la sœur de son ami Châtelain. La guerre terminée, il s'installe à Paris comme marchand forain. Ce mariage est un échec total. Henri est loin d'être un bon mari. C'est un coureur de jupons et un homme caractériel. Sans enfant, le couple se sépare très rapidement. Il finit sa vie seul, écarté de la famille, et meurt à l'Hôtel-Dieu à Paris, à l'âge de 50 ans, le 25 mai 1945. Il est inhumé 4 jours plus tard dans une fosse temporaire du cimetière de Vitry-sur-Seine. La délinquance juvénile en France est-elle une fatalité ? Peut-on y trouver avec certitude les causes ? Chaque être est-il prédestiné à devenir bon ou mauvais, ou bien son sort n'est-il scellé qu'à la sociologie de son environnement ? À vous de vous forger votre opinion dans l'épisode 4 de Henri Lamy, la délinquance juvénile.